qu'aujourd'hui en marketing essentiellement, et notamment en études de marketing, études de marché. Alors j'ai prévu, c'est la première fois que j'enseigne à une population d'étudiants comme vous, donc je ne suis pas du tout une spécialiste de l'entrepreneuriat. En revanche, je connais quand même bien les études marketing. J'ai prévu un plan, n'hésitez pas à me solliciter, à poser des questions si besoin. Donc une petite partie introductive. Ensuite, j'aimerais brosser un panorama des études de marché, des études marketing. Ma troisième partie porte sur le processus d'étude. J'insiste beaucoup, c'est comment on fait en fait pour mettre en œuvre une étude qui soit de qualité, qui soit pertinente par rapport à des objectifs qu'on se fixe. En fonction du temps qui nous reste, j'ai prévu un petit focus sur deux types d'études. L'étude par entretien individuel semi-directif dans le cadre des études qualitatives et l'étude quantitative par questionnaire ou sondage, qui sont à mon avis les deux types d'études que vous pouvez être amené à mettre en place vous-même dans le cadre de vos projets. Alors une étude marketing, c'est quoi ? En fait, c'est un travail de collecte de données, de collecte d'informations qui sont relatives au marché dont dépend l'entreprise ou dont elle dépendra quand il s'agit d'une création d'entreprise. Ces informations sur les marchés, ce sont des informations relatives aux consommateurs, relatives aux clients, aux distributeurs et bien évidemment à l'environnement concurrentiel, donc aux concurrents. À quoi ça sert de faire une étude de marché ? Et là, je vous laisse prendre la parole. À votre avis, pour vous, quel peut être l'intérêt ? Éviter de partir sur un projet où il y a déjà beaucoup d'entreprises fortes installées et où on risque de ne pas apporter d'innovation. Oui. L'objectif, c'est aussi d'être sûr de trouver une clientèle pour le projet. D'accord. Pour tester la viabilité du projet avant de lancer. C'est à peu près ce que j'allais dire pour identifier le secteur dans lequel on va se lancer. Alors ça, c'est même presque plus en amont encore. Comment ? Oui. Pourquoi ? Oui. Ça fait, en effet, c'est quelque chose de fondamental, se positionner sur le marché, mais concrètement, ça veut dire quoi ? Oui, c'est apporter quelque chose de différenciant. En effet, les études, elles servent à fournir des informations qui vont aider à la prise de décision. Alors, il y a plusieurs types de décisions à prendre, en réduisant l'incertitude. Quand on est amené à lancer un nouveau produit, un nouveau service, on est dans un climat avec un certain nombre d'incertitudes. Donc, ces informations, elles vont aider à cette prise de décision pour pouvoir orienter la stratégie, le positionnement, par exemple. Le positionnement, c'est quoi ? Oui. Alors en fait, le positionnement, c'est, on dirait, la place qu'un produit au sens large ou service, a dans l'esprit des consommateurs, des clients potentiels. Le positionnement, il faut juste retenir une petite phrase, mon produit fait quoi le plus à qui ? Sur quel marché je me positionne ? Le plus, c'est qu'est-ce que j'apporte de différent ? Et à qui ? C'est en effet pour quelle cible ? Donc, ces études de marché, elles vont aider à positionner l'offre qu'on veut lancer. Elles vont aussi aider à prendre des décisions plus spécifiques. Quelles sont les caractéristiques du produit ? À quel prix est-ce que je dois vendre ? Dans quel mode de distribution, etc. Alors, quelques exemples d'études, vous les avez déjà évoqués. Bien évidemment, au préalable et de façon fondamentale, il faut analyser la concurrence. Analyser la concurrence, ça veut dire déjà identifier qui sont les concurrents.
Face à quel concurrent est-ce que je vais me battre et qu'est-ce qu'ils proposent? Quel est le positionnement de ces concurrents? Autre type d'étude, on va chercher à comprendre quelles sont des attentes qui ne seraient pas remplies aujourd'hui sur le marché. Pourquoi? Parce qu'on veut proposer quelque chose qui va apporter en effet un plus. On va, comme vous l'avez évoqué pour plusieurs, évaluer la réceptivité d'un nouveau concept auprès de la cible que l'on vise. On va chercher à déterminer quelle est la cible prioritaire, la plus intéressée par le concept qu'on a envie de proposer, etc., etc. Alors ça, tu peux passer. Vous allez me dire, il faut absolument faire des études, et on aurait envie de faire des études pour tout. Plus on fait d'études, plus on a une connaissance précise du marché, plus on est sûr de pouvoir réussir, parce que c'est ça, en définitive, qu'on vise. C'est le succès du projet. Malheureusement, on ne peut pas faire des études pour tout. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va être amené à mener un arbitrage entre 3 éléments. La qualité des informations, qualité au sens large, c'est la pertinence des informations, la richesse des informations, la fiabilité des informations qu'on va collecter. Mais on doit tenir compte également du budget et des délais. Plus on fait des études, plus c'est coûteux. Coûteux, soit parce qu'on les sous-traite, coûteux parce que ça nous prend du temps, et donc un investissement personnel. Et puis, plus on va avoir des informations riches et fiables, plus ça prend du temps. Donc, quand on mène... Alors, je suis une ardente... je défends ardemment le fait de faire des études marketing parce que je suis convaincue que c'est la clé pour réussir. Mais il faut rester raisonnable et réussir à tenir compte de ces 3 paramètres. Je veux des informations, mais de quel délai je dispose et quel est le réel apport de ces informations par rapport au coût que ça va représenter. Est-ce que vous avez des questions à ce stade? Alors, j'aimerais qu'on parle un petit peu des grands types d'études qui peuvent exister. Et tout d'abord, au préalable, j'aimerais repositionner les objectifs, les buts qu'on peut poursuivre. Il y a différentes façons de classifier les études, et ça, c'est quelque chose d'important. En général, on va distinguer 3 buts possibles. Un but dit exploratoire. Là, l'objectif de l'étude, c'est vraiment d'arriver à mieux cerner un problème, un environnement qui reste encore mal connu, qui reste un petit peu vague. Le deuxième point dans les études exploratoires, c'est aussi d'arriver à comprendre de façon très approfondie un phénomène donné. On cherche vraiment à comprendre toutes les composantes, toutes les facettes d'un phénomène donné. Deuxième grand objectif, il est descriptif. On va chercher à décrire un phénomène. On va, par exemple, obtenir des informations sur le nombre de consommateurs de tel type de produit, les quantités achetées, par exemple. On peut chercher, au travers de ces études qui ont une finalité descriptive, on peut chercher à visualiser. Vous avez certainement déjà vu ce qu'on appelle les mappings. Oui, ce sont des cartes. C'est une cartographie qui permet de visualiser le positionnement de marques différentes ou de produits différents. Et puis, ce sont aussi toutes les études qui vont consister à classer, catégoriser. Ça fait référence à quoi pour vous, ça? Oui, c'est des démarches typologiques, par exemple, oui. C'est tout ce qui concerne la segmentation d'un marché. Vous savez ce que c'est, la segmentation? C'est quand on cherche à définir des groupes homogènes de consommateurs, par exemple, homogènes en termes soit de comportement, soit d'attitude, de style de vie, etc. Donc, tous ces types d'études s'inscrivent dans une perspective totalement descriptive. Et puis, le troisième objectif, il est explicatif.
Là, on va chercher à mettre en relation, on va chercher à mettre en évidence des relations causales entre ce qu'on appelle des variables dépendantes, qu'on cherche à expliquer, et puis des variables explicatives. Par exemple, relation entre le prix et le niveau de vente. Dans le cadre de ces études, on va chercher à prédire. Donc on peut par exemple chercher à prédire les ventes d'un produit en fonction de variables explicatives qu'on aura pu identifier. Alors, on distingue en général 3 grands types d'études. Les études documentaires, les études qualitatives et les études quantitatives. Alors, quelques mots d'abord sur l'étude documentaire, qu'on appelle dans le jargon anglo-saxon desk research. C'est une étude qui vise à recenser et analyser des informations de données secondaires. Ce qu'on appelle les données secondaires, ce sont des données qui existent déjà, qu'on ne va pas recueillir spécifiquement pour l'étude. On est là vraiment dans un objectif exploratoire. On cherche à mieux comprendre, par exemple, mieux comprendre le marché sur lequel on va évoluer. Alors, quelle est la démarche ? Ah oui, non, oui, vas-y, tu peux bien. Hop. Ces données secondaires, alors, on peut, quand on est sur une entreprise existante, elles peuvent provenir de l'interne. Donc, c'est toutes les informations qu'on peut recueillir auprès des commerciaux, les données sur les ventes, les promotions, etc. Ou elles peuvent être externes. Vous, en ce qui vous concerne, vous serez sur des données externes. Ces données externes, on peut se les procurer auprès, par exemple, d'organismes publics ou parapublics. Ça peut être des données de l'INSEE, ça peut être des données qui émanent de chambres de commerce, ça peut être des données du CREDOC. Vous connaissez tous le CREDOC ? Non, écoutez, n'hésitez pas à aller, vous tapez CREDOC, vous arrivez directement sur le site. C'est un organisme qui publie notamment beaucoup d'études sectorielles ou des études d'usage et attitude sur l'utilisation des nouvelles technologies, etc. Et c'est vraiment une mine d'informations très importante, et c'est pour la plupart des études gratuit. Vous pouvez vous procurer, il faut penser aussi aux associations professionnelles, aux syndicats professionnels qui peuvent éditer des études sectorielles, qui bien souvent, là aussi, peuvent être gratuites. Il faut penser, on peut également obtenir des informations en lisant la presse professionnelle, en allant sur les salons, en consultant des annuaires comme Compass ou des bases de données. Et puis, alors ça, c'est plus facilement accessible à une entreprise déjà bien établie. On inclut dans ces données tout ce qui est données de panel, enfin données de sociétés d'études, d'instituts d'études. Vous connaissez Nielsen, sans doute au moins de nom. En plus, ils sont quand même basés à Cergy. Ce qu'on appelle les données standardisées qui communiquent, qui permettent d'avoir des informations soit sur la consommation, donc on appelle ça les panels consommateurs, soit sur des données dites de vente qui sont récoltées auprès des distributeurs. Alors, c'est bizarre. Non, il va me manquer un truc. Ouais, j'ai dû sauter. Quelle est la démarche ? Non, ça apparaît pas, excusez-moi. Quelle est la démarche ? 3 étapes. D'abord, il faut identifier quelles sont les sources possibles. Récupérer les informations, les analyser, et puis on finit par une synthèse. Alors, quels sont les grands intérêts de ce type d'étude ? D'abord, c'est que c'est beaucoup moins coûteux que de mettre en place une étude spécifique pour répondre à un objectif, à une problématique qu'on peut avoir. Ces études documentaires, elles sont particulièrement pertinentes quand on cherche à comprendre l'environnement, et elles permettent, bien souvent, elles sont nécessaires pour préparer une étude ad hoc, c'est-à-dire une étude qu'on va mettre en place spécifiquement pour répondre à nos problèmes de décision. Des limites, malgré tout,
Hein, je veux dire, si ça n'avait que des avantages, globalement, on pourrait s'en contenter. Malheureusement, ça n'est pas le cas. D'abord, les données qu'on va collecter répondent peut-être pas, nous permettent peut-être pas forcément de répondre exactement à la problématique. Quand on cherche beaucoup, on trouve beaucoup. Donc on peut être noyé sous une montagne de données qui, en plus, sont pas forcément cohérentes. Ça vous est peut-être déjà arrivé de chercher des informations sur Internet et de voir des chiffres qui sont plutôt contradictoires. Donc il va falloir réussir à faire la part des choses. Et il faut réussir, et c'est pas toujours facile, réussir à savoir quelle est la fiabilité de ces données qui ont été collectées. Et c'est ça qui est le plus compliqué. Parce que oui, on veut faire une étude, collecter des informations pour prendre la bonne décision, mais si les informations qu'on recueille ne sont pas fiables, ça ne sert à rien. On risque de prendre une décision sur des données qui sont erronées. Donc c'est vraiment important. Je pense que presque tous vous serez concernés par ce type d'études à mettre en place, mais c'est très important d'essayer de bien faire la part des choses, d'essayer de comprendre pourquoi certaines données sont contradictoires. Quelquefois, on a un premier aperçu au premier aperçu, on a l'impression que c'est contradictoire et en fait les périmètres sont peut-être pas exactement les mêmes, hein, donc il y a peut-être une cohérence en définitive. Et puis quand on n'est pas du tout sûr de la fiabilité des données, il vaut mieux pas les utiliser, les écarter. Est-ce que vous avez des questions sur l'étude documentaire? Oui? En fait, c'est compliqué. Il faut réussir à obtenir l'information sur comment ces données ont été collectées, d'où elles viennent. Et c'est, quelque part, après, c'est quand on a une certaine connaissance des études qu'on est aussi capable d'identifier quel est l'échantillon. Il faut regarder quel est l'échantillon. Est-ce que l'échantillon est un grand échantillon, un tout petit échantillon, un échantillon... il y a beaucoup de paramètres qui peuvent jouer sur la fiabilité, en fait, des informations. Donc, il faut réussir, essayer, et c'est pas toujours le cas, hein, ce que je dis, on n'a pas toujours l'accès, mais essayer de savoir comment les informations ont été recueillies. Oui. Alors, deuxième grand type d'études, ce sont les études qualitatives. Là, je passe sur la collecte d'informations dites primaires. Donc, on va recueillir spécifiquement pour répondre à une problématique de décision qu'on a. Les études qualitatives, elles visent à qualifier en profondeur un phénomène, à essayer d'identifier toutes les composantes de ce phénomène. Le principe, c'est que, et vous le voyez sur le petit schéma, on va interroger peu d'individus, mais auprès de ces individus, on va chercher à recueillir une très grande richesse d'informations. Donc on n'est pas dans la validation statistique, on est dans l'obtention d'informations très riches qu'on va collecter auprès de 10, 20 personnes, pas plus. On s'inscrit là dans une logique complètement exploratoire. C'est cohérent avec le principe de cette technique qui est vraiment d'analyser très en profondeur un phénomène. On travaille donc sur un petit échantillon et dans le cadre de ces études, on va procéder à ce qu'on appelle un recueil ouvert. Vous savez ce que ça veut dire, ça? Non? En fait, le terme recueil, ça vous comprenez? C'est l'instrument de mesure, enfin l'instrument qu'on va utiliser pour collecter les informations. Je vais parler un peu en amont des recueils fermés. Quand vous êtes dans un questionnaire, on est dans un recueil qu'on appelle dit structuré et fermé. On propose des solutions au répondant qui va choisir. Là, dans les techniques qualitatives, c'est complètement différent. On ne veut pas enfermer la personne dans un schéma de pensée. On ne veut pas lui proposer, on veut que ce soit elle qui parle.
Hein, on est très souvent sur ce qu'on appelle le principe de non-directivité. On ne veut pas orienter la personne vers des réponses, on veut que ça vienne des personnes qu'on interroge de façon spontanée. L'idée, c'est on veut recueillir des informations riches, on est en posture de découverte. Alors, il existe plein d'approches. Je ne pourrais pas en parler là, il n'y a pas le temps. Mais d'abord, ce qu'on appelle les approches d'origine clinique, qui émanent principalement de la psychanalyse, avec l'entretien individuel, dont je vous parlerai tout à l'heure. Donc, il y a différents types d'entretiens individuels, mais je vous présenterai ce qui est gérable par des gens qui ne sont pas psychologues, notamment. Il y a les entretiens de groupe, vous connaissez peut-être ça un peu, qu'on appelle aussi les focus group. Il y a différentes techniques d'entretien de groupe, mais la plus connue, c'est le focus group, où on va réunir dans une salle à peu près 8 personnes, des consommateurs par exemple, et il y a une personne qui va animer, donc il y a un objectif de recueil d'informations. Par exemple, vous voulez tester un nouveau packaging, vous allez présenter le packaging et l'animateur est là pour animer la réunion et faire parler les gens. Donc ça, ce sont des techniques très très courantes en études qualitatives, c'est ce qui domine. C'est peut-être 60 selon les pays. En France, ça doit être à peu près 60% des études quali. Aux États-Unis, c'est même 80 ou 90%. L'avantage, c'est que c'est souvent moins coûteux que l'entretien individuel. En revanche, ça nécessite quand même des compétences qu'a priori, vous n'avez pas forcément et que vous n'allez peut-être pas forcément développer parce que c'est quand même des choses un petit peu pointues. Et puis, de manière encore plus pointue, on a ce qu'on appelle les tests projectifs, où là, on cherche vraiment à lever des mécanismes de défense très profonds. Donc là, on est vraiment très ancré dans la psychanalyse. Ça, c'est la première grande famille des études qualitatives. Et puis la deuxième, alors ne notez pas ce terme barbare, ethnographique et cognitive stimulative. Ça regroupe tout un panorama d'études qui repose sur de l'observation. Alors, quelques exemples d'applications. À quoi ça peut servir une étude qualitative ? Et notamment une étude par entretien individuel. Le premier grand champ d'application, c'est d'arriver à cerner les freins et motivations à l'égard d'un nouveau produit. J'y reviendrai tout à l'heure, je vais vous présenter un exemple. Vous connaissez la notion quand même de frein et motivation. Qu'est-ce qui peut pousser à acheter un produit ou qu'est-ce qui peut en revanche freiner l'achat du produit ? Là, pour faire ce type d'étude, on est complètement dans le quali. On ne peut pas faire ça en quanti. Parce qu'il faut faire parler la personne. C'est autre champ d'application intéressant, c'est tout ce qui peut être recherche d'idées créatives et tout ce qui va concerner des pré-tests. Je vous donnerai l'illustration sur le pré-test de concept. Donc pré-test de concept, vous voulez pré-tester un nom de marque, vous voulez pré-tester un dispositif promotionnel, une publicité, etc. Et puis, bien souvent, les études qualitatives, on les réalise pour préparer ensuite une enquête quantitative. En fait, l'étude qualitative va nous permettre notamment de construire le questionnaire. On recueille des informations très riches et ensuite, on va valider de façon quantitative ces informations qu'on a recueillies en quali. Alors, étude quantitative. Là, on est dans une logique totalement différente, un peu inverse. Le principe, c'est qu'on cherche pas à explorer, à découvrir des informations, mais on va chercher à quantifier, à avoir une vision représentative, à valider quantitativement des hypothèses qu'on peut avoir. Comme c'est illustré sur le petit schéma,
Là, on ne va pas chercher à recueillir une grande quantité d'informations, on n'est pas dans la richesse, mais en revanche, on est dans la représentativité, donc on va interroger un grand nombre d'individus. Oui ? Ah non, on peut le faire soi-même. Moi, dans les cours que je donne à l'UCP, les étudiants ont des projets, des études à réaliser, et ils doivent se débrouiller pour collecter les données, oui. J'y reviendrai après, parce qu'il y a des méthodes qui sont... Les méthodes de recueil sont plus ou moins lourdes à mettre en place. J'avais peut-être pas tout à fait fini. Je veux bien celui d'avant. Donc on est sur un grand échantillon, et là, on n'est plus du tout sur un recueil ouvert, on est sur un recueil dit structuré avec des questions fermées. Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de ça ? D'un recueil structuré ? Oui, parce qu'en fait, on veut calculer des statistiques. Et calculer des statistiques sur des informations qualitatives, c'est très compliqué, très lourd parce qu'il faut tout coder. Alors, il y a plusieurs grandes approches. Bon, l'approche principale, c'est le sondage, ce qu'on appelle l'enquête par questionnaire. Dans les études quantitatives, on va avoir aussi tout ce qui touche aux analyses de données de panel ou par exemple à l'exploitation de bases de données clients. Ça, a priori, vous êtes moins concernés. Troisième approche, c'est tout ce qui concerne les démarches expérimentales qui là sont assez sophistiquées et un peu complexes à mettre en œuvre. Et ça n'a pas d'intérêt dans un contexte entrepreneurial, a priori. En tout cas, c'est lourd. Alors, quelques exemples d'applications, c'est ce qu'on appelle, il y a les études UEA, c'est études d'usage et d'attitude. Vous allez, par exemple, dans un domaine d'activité et données, dans un domaine de consommation, interroger les questionnaires, les consommateurs sur leurs habitudes de consommation, sur leurs attitudes à l'égard de la catégorie de produits, sur éventuellement leurs attitudes à l'égard des marques qui sont déjà présentes. C'est tout ce qui est étude de segmentation. Donc on va chercher à segmenter les consommateurs, à les différencier, à établir des groupes qui soient homogènes et très différents des autres groupes. C'est quoi l'intérêt de la segmentation ? Pourquoi on fait de la segmentation ? Exactement, pour savoir qui on va cibler en fait. Ce sont les études de positionnement. Donc on va chercher à identifier le positionnement de produits qui existent. Ça veut dire quoi ? Identifier le positionnement de produits qui existent. Avant de savoir comment les gens perçoivent, il faut savoir sur la base de quels critères ils perçoivent les produits qui existent. Donc il faut identifier déjà en amont quels sont tous les critères qui contribuent à l'image qu'on peut avoir d'un produit. Et une fois qu'on a identifié ces critères, ensuite on va demander aux personnes qu'on interroge d'évaluer chaque marque sur chacun des critères importants pour les consommateurs. Et puis, ça va être des études sur les éléments du mix, donc toujours pareil, des études d'acceptation produit, études sur les prix, études sur de la publicité, du pré-test, du post-test, etc., etc. Alors, je voudrais juste donner un petit exemple qui est le test de concept, parce que je pense que ça, c'est des choses qui concerne un grand nombre d'entre vous. Le test de concept, il est réalisé très en amont, donc ça se réalise très très tôt quand on envisage son projet.
enfin, encore faut-il avoir un peu déjà défini un concept, au stade où le produit n'existe pas encore. C'est un peu plus élaboré que le stade de j'ai une idée. J'ai une idée de faire quelque chose. Cette idée, on va la creuser, la fouiller et définir le concept. Vous connaissez peut-être sans doute déjà tout ça, la notion de concept? Oui? Non? Pas trop? Alors, je vais le définir après, j'avais prévu au cas où. L'objectif, c'est quoi? C'est très tôt de se dire, il faut que j'élimine des choses qui seraient sans intérêt. Et si j'ai plusieurs concepts possibles, on peut, bien souvent quand on travaille, on a un concept phare et puis on peut avoir des variantes. L'idée, c'est de dire, voilà, parmi mes différentes pistes, quelle est celle qui est la plus prometteuse? Alors le concept, c'est quoi? En réalité, c'est un peu plus loin que l'idée. C'est la description d'un produit ou d'un service en termes d'usage et d'utilité pour le consommateur. Donc on se place, alors je dis consommateur, c'est l'entreprise cliente si vous avez comme projet d'être en B2B, mais la logique est la même. Donc dans le concept, qu'est-ce qu'on va définir? On va définir déjà qui on vise, qui on cible. On va définir un contexte d'utilisation. Quand est-ce que ça s'utilise? Comment? On va définir les bénéfices, et ça c'est clé. La notion de bénéfice, c'est l'avantage spécifique qu'on va apporter au client pour satisfaire ses besoins. Cette notion de bénéfice, elle est centrale. Ça rejoint le plus, l'élément différenciant quand on parle de positionnement. C'est ça. Qu'est-ce que je vais apporter que les autres n'ont pas? Et puis, éventuellement, il peut inclure des caractéristiques du produit. Ces caractéristiques, ce sont celles qui sous-tendent les bénéfices qu'on apporte. C'est bien clair pour vous, ça? Il y a la caractéristique et puis il y a ce que ça apporte réellement pour le consommateur. Juste pour illustrer, je prends tout... Oui? La caractéristique du produit, je vais prendre le produit PEC Excel, qui est un produit de chez Colgate-Palmolive. Caractéristique du produit, c'est très riche en tensioactifs, en agents dégraissants, si on veut parler de façon plus courante. Le bénéfice, c'est quoi? C'est que j'ai moins besoin de frotter pour faire ma vaisselle, c'est que ça sèche plus vite, parce que, en l'occurrence, les tensioactifs aident aussi au séchage. Le contexte d'utilisation, c'est quand je fais la vaisselle, quoi. D'accord? Oui? Alors, quand on veut tester un concept, il faut préparer des choses et puis il faut préparer tout ce que j'ai dit avant. Et puis, il va falloir le formuler pour qu'il puisse être testé auprès de consommateurs ou d'entreprises. Ce qui est fondamental, c'est ce que j'ai déjà évoqué avant, c'est d'arriver à décrire les bénéfices et le contexte d'utilisation. Éventuellement, on peut aussi présenter les attributs, c'est la même chose que les caractéristiques. On peut présenter les caractéristiques du produit ou du service. On peut éventuellement présenter un visuel ou une maquette, si on a de la matière. On peut éventuellement, si on a déjà réfléchi aussi en amont, présenter le nom du produit qu'on pourra tester. Le schéma d'utilisation, si on est sur un produit qui nécessite un schéma d'utilisation, et éventuellement même un prix. Et on peut être dans ce cas-là, on peut aussi tester les premières réactions face au prix. Alors, ces tests de concept, on peut les faire, les objectifs ne sont pas exactement les mêmes, et c'est pour ça que je voulais m'appuyer sur cet exemple pour vous montrer la différence qu'il y a entre approche qualitative et approche quantitative. Donc, on peut faire un test de concept en quali,
on peut faire un test de concept en quanti. En qualitatif, qu'est-ce qu'on va pouvoir recueillir? Les freins et motivations à l'égard de ce nouveau produit que vous voulez lancer sur le marché. On peut recueillir, bien évidemment, alors frein, motivation, c'est recueillir la perception, l'acceptabilité vis-à-vis du produit, mais on peut aussi, ça peut aussi être l'occasion d'approfondir et d'identifier des pistes d'amélioration. Ça, il faut le définir au moment des objectifs, mais dans certains cas, vous avez un concept, pas forcément de variante, vous allez aller au-delà du recueil de l'acceptabilité, mais vous allez solliciter les personnes pour essayer d'améliorer votre concept, essayer de l'enrichir. Vous pouvez essayer de creuser éventuellement sur des conditions d'utilisation possibles, c'est-à-dire que vous pouvez, par exemple, dans la présentation du concept, présenter un contexte d'utilisation, mais solliciter aussi les personnes que vous interrogez pour savoir si elles, imaginent d'autres contextes. Quelquefois, on imagine des choses et puis en fait, les consommateurs, ils ont aussi beaucoup d'idées. Et c'est ça, c'est tout l'intérêt de ce type de démarche. On peut recueillir bien évidemment aussi des informations sur les caractéristiques produits si on les a présentées et sur l'adéquation du nom que vous avez envisagé. Est-ce que, alors ça peut être, alors là ça devient un peu plus lourd, mais recueillir la perception du nom de marque et recueillir s'il y a adéquation entre le nom que vous imaginez et la présentation du concept dans l'esprit du consommateur. L'idée, c'est que vous avez une vision des choses, mais c'est pas vous qui allez acheter après. Donc il faut s'assurer que les gens, vont accepter, avoir envie de ce produit. Dans une approche quantitative, on va être sur des choses beaucoup plus structurées et standardisées. Donc en général, qu'est-ce qu'on teste? On teste la clarté du concept. On va chercher à savoir si le concept, donc il y a différentes, vous posez un certain nombre de questions dans le cadre d'un questionnaire pour réussir à savoir si en fait les personnes ont bien compris le produit que vous vouliez proposer, s'ils ont bien compris quels en étaient les bénéfices, les avantages pour eux, les contextes d'utilisation. On va tester ce qu'on appelle la crédibilité. Ça, c'est très important, en particulier quand on est sur quelque chose d'un peu innovant. Plus c'est innovant, plus il faut tester la crédibilité. Tester la crédibilité, c'est est-ce que les gens croient vraiment qu'il existe un produit qui peut apporter ça, qui peut faire ça? Je veux dire, le fait qu'un produit ne soit pas perçu comme crédible, personne ne l'achète, parce que les gens n'y croient pas. Et c'est indépendant de la qualité et de ce que vous apportez vraiment. Donc on teste la crédibilité du discours qui est donné. On va tester l'originalité. L'originalité, est-ce que ce produit apporte quelque chose de plus que ce qui existe déjà? Si vous faites un MeToo, si vous proposez la même chose, pas de raison que les gens changent leurs habitudes et soient moins fidèles. On va mesurer le degré d'intérêt vis-à-vis du concept. Donc là, c'est vraiment une échelle, ce qu'on appelle les échelles de mesure. On teste à quel point les gens sont intéressés. On peut tester les intentions d'achat. Donc ça, il existe des questions très standardisées qu'on trouve dans tout bon livre d'études de marché. Et puis, on peut éventuellement tester le prix acceptable. Pour tester le prix acceptable, on peut s'appuyer sur la méthode, j'espère que c'est pas masqué, aussi non, c'est pas masqué. On peut s'appuyer sur la méthode, par exemple, du prix psychologique de Stotzler et Adam. Vous connaissez ça peut-être. L'idée, c'est que donc il existe différentes méthodes pour définir quel est le prix optimal d'un nouveau produit. Celle-là est assez simple
à manier et parce qu'il y a des méthodes expérimentales et tout, mais celle-là, elle s'inclut dans un elle peut s'inclure dans un questionnaire. Le principe, c'est que on va chercher à fixer un prix dit optimal, qui soit pas trop élevé, parce que s'il est trop élevé, les gens n'achèteront pas, ça va les décourager, mais qui soit pas forcément non plus trop bas. Trop bas. Alors d'abord, qui dit très bas dit moins de marge, moins de rentabilité, mais ça induit aussi l'idée que c'est un produit bas de gamme. Donc il faut, par rapport au concept que vous proposez, il faut réussir à trouver le juste prix. On va poser 2 questions. En dessous de quel prix n'achèteriez-vous plus ce produit parce que vous estimeriez sa qualité insuffisante ? À quel prix ce produit vous paraîtrait-il trop cher pour l'acheter ? Bon, et après, c'est un petit traitement, on définit le prix optimal avec un petit traitement sur Excel, mais qui est très très simple. Globalement, c'est des sommes et des soustractions. Alors, avant qu'on aborde le processus d'étude, est-ce que vous avez des questions sur le quali ou le quanti ? Oui ? C'est la même chose. Alors, ce qui est toujours plus compliqué quand on veut proposer un service, par définition, le service est intangible. Et les consommateurs ont beaucoup plus de mal à appréhender un service qu'un produit. Parce que le produit, matériellement, on se l'imagine. Le service, c'est beaucoup plus compliqué. Mais il faut réussir à trouver des clés quand on présente le concept pour essayer de faire matérialiser les choses. Après, tout dépend du service. Vous pensez à quoi, par exemple ? Oui. Mais ça se présente. Ce que je veux dire, c'est que le service que vous voulez apporter pour le bien-être des salariés, vous êtes capable de construire un concept de la même manière que pour un produit. Il faut réussir à avoir une description qui permette aux personnes qu'on interroge d'arriver à palper ce service. C'est toujours un peu plus compliqué, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas faisable. Non, je ne suis pas complètement d'accord, parce que vous proposez un service, vous allez décrire ce que vous apportez. C'est ça la qualité. De toute façon, quand vous testez un produit, vous ne savez pas si le produit, en définitive, il va être réellement qualitatif ou pas. C'est par rapport... On est toujours très très en amont là. C'est vous présentez votre concept, donc ce que vous apportez, et quelque part ça induit une notion de qualité, de valeur ajoutée pour la personne qui va acheter. Et la personne est capable... Alors quand on est sur des choses très innovantes, c'est compliqué ça. Cette méthode elle est compliquée quand on est sur des choses complètement innovantes. Comment ? Oui, mais c'est très tendance en ce moment, en plus, non ? Je ne sais pas, j'en entends parler de temps en temps. Mais vous pouvez présenter les choses et les gens sont prêts à dire combien ils sont prêts à mettre pour accéder à ce service-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui ? Quand vous faites des études quantitatives et quand c'est plus de personnes, à partir de quel nombre de personnes c'est pas significatif ? Alors, j'y reviendrai après peut-être. Il y a, dans l'idéal, plus l'échantillon est important, plus on peut réaliser de statistiques intéressantes. Globalement, il faut considérer que... Alors, tout dépend si on veut... J'y reviendrai après, mais si on veut recueillir des statistiques sur une population agrégée, c'est pas la même chose que si on veut avoir des informations sur des sous-groupes de la population.
Donc, si vous voulez avoir des sous-groupes, si vous voulez avoir des statistiques sur des sous-groupes de votre échantillon, il faut que chaque sous-groupe, en général, tous les tests statistiques impliquent ça, il faut que chaque sous-groupe soit au minimum de 30. Au global, alors, dans un institut, on ne fait pas des études sur 120 personnes, mais on n'est pas non plus obligé de faire les choses de façon parfaite. Après, tout l'enjeu, c'est toujours la même chose. C'est une question de coût, d'investissement en temps. Il faut au minimum, je pense, à peu près 120 personnes. Moi, c'est ce que je considérais être le minimum. 120, c'est vraiment, pour des sous-groupes, en général, on rame un peu. Par exemple, vous voulez avoir des informations par rapport à des CSP, 120, c'est juste pas possible. Parce que, vous prenez le nombre de CSP, vous multipliez par 30, vous êtes nettement au-dessus de 120. Après, il existe... Alors, j'avais pas prévu de parler des statistiques, analyse statistique, mais... dans les analyses statistiques, on distingue ce qu'on appelle les tests, notamment les tests paramétriques, les tests non paramétriques. Les tests paramétriques, ils imposent des conditions en termes d'effectifs. C'est ce à quoi je fais allusion là. Après, il existe, mais il faut être quand même déjà beaucoup plus rodé en statistique, des tests dits non paramétriques qu'on peut utiliser quand on a des problèmes d'effectifs d'échantillons. Ça, c'est faisable, ça existe. Mais voilà, il faut quand même déjà être un petit peu rodé, quoi. Ouais. À partir du moment où on a une population génétique et qu'on a des gens sous-groupés dans la population, est-ce que si on prend l'échantillon au bata de la population, même si le nombre est inférieur à 100, c'est quoi? Alors, redites-moi. Là, vous me parlez de la méthode des quotas, c'est ça? Oui. Alors, de toute façon, quand on a la méthode des quotas, j'avais prévu d'en parler après, mais il faut définir sur quels critères on veut fixer les quotas. Donc tout dépend toujours des critères. Si vous considérez que le sexe, c'est le seul critère qui vous importe, à la limite, les 120, il n'y a pas de problème, vous êtes à 60, vous regardez sur l'INSEE la proportion, globalement, on n'est pas loin de 50-50 entre les hommes et les femmes, et vous allez reproduire dans votre échantillon cette maquette de la population française sur la base de ce critère qui est le sexe. Si vous considérez que la CSP, c'est un critère fondamental pour votre étude, là, obligatoirement, vous ne pourrez pas être sur les 120. Oui ? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Je reprends juste un tout petit peu d'eau parce que il fait bien chaud ici. Alors, je suis très sensible à cette partie qui est clé pour pouvoir réaliser une bonne étude. En fait, mettre en place une étude, c'est mettre en place un projet. On va conduire un projet selon un processus et un certain nombre d'étapes à réaliser. Si on ne suit pas ce processus, il y a de très grandes chances que les résultats ne soient pas pertinents par rapport à la problématique initiale qu'on a. Alors, ce processus, il repose au préalable sur une définition très claire des objectifs. Ça semble facile comme ça. Ça, l'étape 1, c'est l'étape la plus difficile qui soit. Moi, ça fait de très nombreuses années maintenant que j'enseigne aux étudiants, et quand ils mettent en place leur projet, on rame sur cette partie-là. Après, on est dans la technique. Là, on est dans la réflexion. Et c'est fondamental parce que c'est ce qui va conditionner la pertinence des informations qu'on va recueillir par rapport à une problématique qu'on s'est fixée. Problématique en termes de prise de décision.
À partir de ces objectifs, on va fixer un cadre méthodologique. Je vais revenir sur chacune des étapes après. On passe ensuite à la phase de collecte des données, analyse, et puis on boucle avec des conclusions. Alors, première étape, définition des objectifs. La première chose, c'est d'avoir une problématique managériale clairement définie. Il faut rédiger les choses, c'est pas juste dans la tête. Parce que dans la tête, ça peut être... Voilà, on a une idée, ça nous semble assez clair. Non, il faut formaliser les choses. Quel est l'enjeu en termes de prise de décision? C'est ça la problématique managériale. C'est à quoi va me servir l'étude? À quoi vont me servir ces informations? Et la meilleure chose à faire, c'est de se dire, ça va m'aider à prendre quoi comme prise de décision? À partir de cette problématique, en termes de prise de décision, là on est dans l'opérationnel ou le stratégique, on va basculer sur ce qu'on appelle les objectifs d'étude. Les objectifs d'étude, c'est quels sont les grands types d'informations que je vais recueillir pour pouvoir prendre une décision qui soit la plus pertinente possible. À partir de ces objectifs d'étude, il faut passer par cette étape incontournable qu'en général les étudiants détestent parce que ça semble inutile et c'est pourtant fondamental. C'est la définition des besoins en information et de la population cible. Je vais réexpliquer tout ça. Alors, pour définir la problématique managériale, ce que j'ai évoqué avant, c'est il faut bien clairement définir l'enjeu en termes de prise de décision. À quoi ça va me servir? On va en général aussi dans cette phase très en amont de l'étude mener une étude documentaire, commencer à recueillir des informations sur l'environnement. Pas la peine, si ça existe déjà, pas la peine d'aller s'embêter la vie à recueillir des informations. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, l'étude documentaire, elle nous permet de préparer l'étude qu'on va réaliser. Elle nous donne déjà un premier volant d'informations. Et dans un contexte un peu général, parce que tout ce que je vous dis, c'est ce que pratique une entreprise déjà très établie, on va évaluer l'enjeu et les contraintes. Quelles sont les contraintes que j'ai en termes de délai et de budget, parce que ça peut conditionner les types d'études qu'on met en place. Il y a des études très coûteuses, des études moins coûteuses. Donc à partir de cette problématique, on va fixer des objectifs d'études. À partir d'une même problématique, on peut avoir différents types d'objectifs. Faut-il lancer ce nouveau produit? Ça, c'est la problématique de décision. Est-ce que je dois lancer ou pas ce concept? Objectif d'étude, vous pouvez vous dire, je veux évaluer la réceptivité au concept et je veux évaluer quelles sont les cibles les plus réceptives au concept pour savoir qui je vais cibler. Et il va falloir se fixer des priorités. Et ça, c'est souvent ce qu'il y a de plus difficile. Parce qu'on a envie de poser plein de questions. On a envie de recueillir beaucoup d'informations. Et on ne peut pas tout faire. Donc il faut faire des choix. Et ça, c'est jamais facile. Mais il faut réussir à dire, voilà, j'aimerais avoir tout ça, qu'est-ce qui est le plus important pour moi? À partir des objectifs qu'on a définis, on va lister les besoins en information. Les besoins en information, c'est une liste. On met des petits tirets les uns au-dessous des autres. C'est la liste de toutes les informations dont je vais avoir besoin pour pouvoir atteindre mes objectifs. Ça, c'est fondamental parce que c'est ce qui va conditionner les instruments de mesure. Prenons une enquête par questionnaire. Si vous ne faites pas ça, moi je garantis dans 99% des cas, le questionnaire
n'est pas pile poil en adéquation avec les objectifs. Soit éventuellement il peut manquer des informations, c'est assez rare. En général, il y a beaucoup trop d'informations dans le questionnaire qui sont inutiles. Avoir trop d'informations inutiles, ça prend du temps en administration de questionnaire, ça prend du temps en analyse, etc. Et on se perd. Donc, besoin d'information, ça c'est vraiment, j'insiste beaucoup, si vous faites une étude par vous-même, faites ça. C'est, pour moi, l'élément le plus clé pour réussir. Et puis, autre point extrêmement important, il faut définir la population cible. Attention, la population cible, j'aurais dû même écrire peut-être population d'études, c'est pas la cible que l'on vise. Pas du tout. C'est la population que l'on veut interroger. C'est l'ensemble des individus, des éléments, si c'est une entreprise, des individus qui détiennent les informations qui vont permettre de répondre aux questions de l'étude. Ça, c'est un élément fondamental dans la construction de l'échantillonnage, la construction de l'échantillon. Si vous ne faites pas ça, si vous interrogez des gens qui ne sont pas concernés, questionnaire à jeter à la poubelle, et si vous n'interrogez pas des gens qui sont importants, il va vous manquer une partie des informations pour pouvoir prendre de façon adéquate votre prise de décision, votre décision. C'est bien clair, ça ? Donc je vous dis, ça, c'est quelque part, c'est ce qu'il y a de plus intéressant aussi. On est vraiment dans l'utile. Après, on passe dans la technique. On définit la méthodologie. Première chose, il faut choisir quelle méthode d'étude. Est-ce que je prends du quali, du quanti, du quali plus du quanti j'en ai pas beaucoup parlé, mais vous avez vu qu'il existe un très grand nombre de techniques d'études, ne serait-ce qu'en observation, il doit en exister 5 ou 6 différentes minimum, etc. On va choisir le mode de recueil des données. Je vais y revenir après. Est-ce qu'on est en effet sur des méthodes interrogatives ou sur de l'observation? Est-ce que si on est sur un quanti, est-ce qu'on fait du postal? Est-ce qu'on fait par Internet? Est-ce qu'on fait par téléphone? Est-ce qu'on fait en face à face? Très important. On va par ailleurs construire les instruments de mesure. Construire les instruments de mesure, c'est élaborer le questionnaire quand on est dans un quanti, élaborer un guide d'entretien quand on est sur de l'entretien semi-directif, élaborer une grille d'observation si on est sur de l'observation simple de gens en magasin face au linéaire, par exemple. Et puis, on va construire le plan d'échantillonnage. Et ça, c'est important. La question de l'échantillonnage est clé en ce qui concerne la fiabilité. Instrument de mesure, échantillonnage, ce sont les deux éléments qui vont être essentiels pour s'assurer de la fiabilité de l'étude et des informations qu'on aura recueillies. Alors après, on passe à la collecte des données. Alors si on passe par un institut ou si par exemple, si vous sollicitez des personnes vous êtes sur du face-à-face, vous sollicitez des personnes qui vont être vos enquêteurs, il faut les former. Il faut leur présenter le questionnaire, leur présenter la méthode de collecte, pour être sûr que le travail sur le terrain soit bien fait. Il faut clairement collecter les données. Et puis, quand on est dans les instituts d'études un peu sérieux, font du contrôle du travail effectué par les enquêteurs pour s'assurer que, si par exemple on est sur du quanti, que ce n'est pas des questionnaires bidonnés, entre guillemets. Alors, on passe ensuite, une fois que les données ont été recueillies,
elles peuvent être de nature chiffrée, on fera des analyses statistiques, ou ça peut être du texte, de l'entretien, donc ce qu'on appelle les verbatims. Tout ça, il va falloir coder. Il faut avoir un codage des données, soit pour les statistiques, mais quand on est sur du quali, en fait, il y a des méthodes, notamment le grand classique, c'est ce qu'on appelle l'analyse de contenu, où on va coder tous les textes qu'on a, tous les propos qu'on a recueillis. On analyse, c'est par exemple mettre en place un test statistique, et ensuite on va interpréter, c'est-à-dire donner du sens aux analyses qu'on a pu réaliser. Ça veut dire quoi derrière, notamment quand on est en statistique, ça veut dire quoi dans le langage normal des gens? On quitte le domaine des statistiques et concrètement, c'est quoi les implications de tout ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, phase terminale. La première chose, c'est qu'il faut restituer les résultats de l'étude, en particulier tous les faits majeurs. À partir, donc là, on est simplement dans un travail aussi de synthèse de tout ce qui a été analysé. Et puis, il faut revenir à la problématique. J'ai obtenu toutes ces informations, ok? Maintenant, j'en tire quoi comme conclusion en termes de prise de décision? Et vous voyez bien que si on n'a pas suivi le processus, si on n'a pas fait les besoins en information qui vont conditionner la construction des instruments de mesure, ici, il y a un hic. Quand moi, je valide je corrige un projet, souvent c'est des gros pavés, mais je lis d'abord les objectifs et je lis cette phase-là. Et je vois si ça colle ou pas. Et il y en a qui se sont perdus en chemin. Et puis, éventuellement, l'étude qu'on a mise en place nous fait émerger d'autres pistes d'études. Vous avez identifié des choses, mais qui n'ont pas été creusées parce qu'on n'y avait pas pensé. Et là, vous vous dites, là, il y a un point particulier à creuser, ça peut être l'objet d'une étude complémentaire. Alors, sur cette partie du processus, est-ce que c'était clair pour vous ou est-ce que vous avez des questions? Non? Oui? Alors, la problématique, elle est donnée en soi. Enfin, on l'a construit, on l'a défini. Ça, après, si vous avez une mauvaise problématique, si vous avez mal identifié votre problème en termes de prise de décision, ça, c'est sûr que c'est ennuyeux. Mais en général, et à mon avis, dans ce qui vous concerne vous, je veux dire, vous êtes directement impliqué, donc je ne pense pas que ce soit cette phase-là qui soit la plus compliquée. Ce qui est plus compliqué, c'est passer de la problématique à des objectifs d'étude, les besoins en information et l'instrument. Et on peut se perdre en cours de route à chaque fois. En fait, il faut être très rigoureux, très basique. On a des objectifs, de quoi j'ai besoin comme type d'information. Et je commence à construire mon questionnaire, et mon questionnaire, je le construis par rapport à la liste. Le scénario le pire, c'est partir à construire son questionnaire comme ça. On part après à la pêche aux infos. Et une fois qu'on a... Ce qui est terrible, à la limite, vous vous dites, le répondant, il a passé du temps à répondre à des questions qui ne sont pas utiles. Le problème, c'est qu'après, quand vous êtes dans les analyses, vous êtes tenté de tout analyser. Je veux dire, mais on peut y passer un temps considérable. Considérable. Les analyses statistiques, ça peut être lourd à mener.
Donc il faut qu'elle soit utile, sinon on perd du temps. Je déteste, moi, l'idée de faire des choses qui apportent rien et qui servent à rien. Et je veux dire, c'est quand même vraiment un très, très, très classique. Alors, quelques mots. Je ne vais pas pouvoir dresser des choses très approfondies, mais je voudrais quand même vous donner une petite idée un peu de ce que c'est quand même que l'étude Cali par entretien individuel semi-directif. Alors, quelques éléments sur le plan méthodologique. On n'est pas du tout dans une logique de représentativité statistique. Ce n'est pas ça qui nous intéresse. C'est une erreur que d'essayer, par exemple, d'appliquer une méthode des quotas à un échantillon Cali. Ce n'est pas ce qu'on vise. L'objectif du Cali, c'est de recueillir des informations les plus riches possibles. Donc on ne va pas privilégier le critère de représentativité, on privilégie le critère dit de diversité. Il faut avoir dans l'échantillon le plus de profils différents possible. Parce que si vous interrogez des gens qui sont très différents, c'est la meilleure solution pour réussir à recueillir des informations très riches, très diversifiées, qui permettent vraiment d'appréhender les choses en profondeur de façon complète. Un échantillon en Cali sur de l'entretien semi-directif, ça va aller entre 10 et 30 personnes. 30 personnes, c'est même pas forcément nécessaire. 10, 15 personnes, c'est déjà, on peut faire des choses déjà tout à fait très très correctes. On dit souvent qu'il est utile d'avoir recours aux critères pour la taille de saturation théorique. C'est-à-dire que ce qu'on appelle la saturation théorique, c'est qu'on continue d'interroger des gens tant qu'il y a des choses nouvelles qui émergent. Et puis quand on voit que ce qui ressort des entretiens, finalement, c'est on l'a déjà entendu chez d'autres, et qu'il n'y a plus de choses nouvelles qui apparaissent, dans ce cas, on se dit, j'arrête. J'arrête là avec mon échantillon. Alors, la collecte, pour collecter les données. Donc, l'entretien semi-directif, c'est un entretien qui se fait normalement plutôt en face à face, pas par téléphone. Ça peut éventuellement se faire par téléphone, mais c'est vraiment pas du tout la meilleure solution. Ça, on commence à être dans le bricolage. C'est un entretien qui dure entre 30 minutes et 1 heure à peu près. Quand on est sur une... Excuse-moi, je veux bien, voilà. On est, je vous l'ai dit, sur une démarche de découverte. On veut que la personne puisse s'exprimer librement. On est dans la démarche dite de non-directivité. Pour que la personne puisse s'exprimer librement, c'est très important que les conditions de l'entretien soient bonnes, que la personne ne se sente pas, qu'il n'y ait pas, par exemple, de pression temporelle. On n'allait pas interroger une femme qui ne travaille pas, par exemple, le mercredi, mais qui doit aller chercher son enfant à la sortie d'une activité une demi-heure après. Non, parce qu'elle va être en stress d'être en retard. Donc pas de pression temporelle. Il faut être dans un environnement propice à la libre expression. Donc dans un endroit isolé, calme. Vous ne faites pas ça dans un café. Vous voyez ce que je veux dire. Bon. Donc ça, c'est très important au moment de la prise de rendez-vous, de bien contrôler les conditions de l'entretien. Et puis, on ne peut pas ne pas annoncer sur quoi porte l'étude. Mais il ne faut pas être trop précis. Parce que si vous êtes trop précis, la personne va commencer à cogiter. Et donc, on va entraîner de la rationalisation potentielle. Alors que nous, ce qu'on veut, c'est recueillir des choses très spontanées. L'entretien, il s'enregistre et on pense aussi à prendre un peu de notes.
Alors, pourquoi est-ce qu'on prend des notes ? C'est notamment pour indiquer sur un bout de papier les points sur lesquels on veut relancer la personne plus tard. Je vais reparler de la technique pour réaliser cet entretien qui est assez particulière. Et on enregistre. Le principe, c'est qu'ensuite, on doit retranscrire intégralement ce qui a été enregistré. C'est pas la partie la plus marrante. Un entretien d'1 heure, il faut compter... moi, je mets plus que ça. Ça dépend si les gens parlent vite ou pas. C'est facilement 5 heures de retranscription. C'est lourd. Mais en effet, il y a des gens qui parlent lentement, des gens qui parlent vite. Et c'est là que vous vous mettez à détester ceux qui parlent à toute vitesse. Parce que l'entretien d'1 heure, il vous prend des plombes en retranscription. La retranscription, elle est indispensable pour pouvoir faire l'analyse ensuite. C'est pas, on ne vient pas taper la tchatche. C'est une vraie étude. Avec une vraie technique qu'il faut suivre de façon rigoureuse. C'est pas parce que c'est quali que c'est pas rigoureux. Et le quali, c'est beaucoup plus difficile que le quanti. Ouais. Alors, on ne s'appuie pas, quand on est sur du semi-directif, on s'appuie pas sur un questionnaire, c'est pas du tout un questionnaire. On s'appuie sur ce qu'on appelle un guide d'entretien. Le guide d'entretien, alors, il n'y a pas une seule façon de faire les guides, mais on démarre toujours quand même par une présentation du thème de l'étude, mais sans rentrer trop dans le détail pour pas induire, pour pas enfermer la personne déjà dans un schéma de pensée. On se présente. C'est aussi au démarrage qu'on va introduire le matériel d'enregistrement. Les gens n'aiment pas, enfin vous êtes obligés, je veux dire, sur le plan éthique, on n'enregistre pas en cachette la personne. Ça se fait pas. Donc, il faut annoncer que pour pouvoir analyser correctement, il est nécessaire d'enregistrer. Les premières minutes, souvent, le répondant n'est pas très à l'aise. Et puis, il finit par oublier. Dans ce guide, alors on démarre toujours par une consigne large. Pouvez-vous me parler de les produits que vous utilisez dans tel domaine? Et vous laissez la personne parler. On n'est pas dans un questionnaire. Le principe, c'est que, vous allez voir, on a le moins de relances possible. L'intervieweur, il parle le moins possible. Plus il parle, moins le répondant parle. Moins le répondant parle, moins on a d'informations. Donc on démarre par une consigne très large, et puis ensuite on va avoir une liste des thématiques qu'on veut aborder. C'est un aide-mémoire. Et on ne suit pas forcément l'ordre des thèmes qu'on a listés. Si la personne au début commence à vous parler du thème numéro 4, vous n'allez pas lui dire « Stop, je vous en reparle après ». Pas du tout, parce que là, vous coupez. C'est-à-dire, c'est comme chez le psy. C'est exactement pareil. Donc, il faut que la personne parle et vous prenez des notes quand vous voulez relancer. Vous cochez les thèmes qui ont été abordés et qui sont clôturés pour vous. À la fin, on peut avoir des petits compléments d'identification si nécessaire, mais on ne les demande pas au départ. Bien souvent, il est très utile, je ne l'ai pas remis là, mais à la fin du guide, une fois que l'entretien est terminé, vous me dites merci beaucoup, l'entretien est fini, avez-vous des choses à ajouter? Et cette petite question de fin est extrêmement importante. Parce que bien souvent, il y a des gens qui n'aiment pas parler. Alors il y a ceux qui se répandent, et c'est quand même pas si fréquent que ça. Il y a ceux qui sont un peu mal à l'aise, ils ne sont pas habitués à ça. Eux, ce qu'ils aiment, c'est le questionnaire où on coche. C'est facile.
parler comme ça, c'est pas si simple. Ils ne se sentent pas forcément à l'aise. Mais une fois que vous avez dit, ça y est, c'est terminé, ah ben d'un seul coup. Et là, à la fin, on peut collecter beaucoup d'informations précieuses. Et alors, plus encore, si vous avez coupé le matériel d'enregistrement. Alors là, il faut noter. Hein. Et noter vite. Alors, ce qui va être très, très important dans ce type d'étude, hein, c'est la manière de gérer l'entretien. C'est l'aspect le plus difficile et c'est ce qui va conditionner la qualité de l'étude. Alors au tout début, on n'est pas forcément un expert et puis c'est plus on en fait, meilleur on devient. On peut s'entraîner, faire du pré-test éventuellement. Hein. Quelques règles très importantes. Il faut faire preuve d'une attention positive inconditionnelle. Même si la personne vous dit des choses qui ne sont pas intéressantes, vous affichez une mine comme si vous découvriez des choses palpitantes. Non, il faut, c'est ça la mise en confiance, c'est ça, laisser la parole se libérer. Donc, même si c'est pas intéressant, on ne coupe pas. Il faut faire preuve d'empathie. C'est quoi l'empathie ? Oui, c'est montrer, là, faire preuve d'empathie, c'est montrer que vous comprenez l'autre personne, que vous comprenez son cadre de référence. Donc, même si c'est des choses toutes nouvelles pour vous, vous faites comme si vous comprenez. Et il y a des techniques, hein, vous reformulez quelquefois ce que la personne a dit. Il faut surtout être neutre. On ne donne pas son opinion. On n'émet pas des jugements de valeur. Ah bah attendez, c'est là ce que vous me racontez, là, mais c'est n'importe quoi. Et alors là, c'est bon, là, ça s'arrête. Hein. On ne coupe pas la parole. On ne réagit pas verbalement ou émotionnellement. C'est ça le plus difficile. Ne pas afficher que vous êtes choqué si la personne vous a dit un truc, vraiment, là, vous n'en revenez pas, vous êtes scié. Non. On fait comme si de rien n'était. Et on n'induit pas de réponse. Donc on ne cherche pas à pousser la personne dans une direction. Alors, le plus... Ouais, vas-y, tu peux défiler là, tout ça. Le plus difficile, c'est d'arriver à respecter les silences. Il y a le blanc. La personne s'arrête. On déteste tous les silences. Vous verrez si un jour vous mettez ça en place. C'est affreux. On a envie de prendre la parole. Non, il faut respecter. Bon, il ne faut pas non plus attendre 10 minutes de silence parce que sinon on est mal, mais il faut laisser la personne reprendre son discours, reprendre ses esprits. On va procéder à des relances internes quand il y a du silence. Et puis, c'est une manière, vous ne parlez pas, en fait, vous ne dites rien, mais pour relancer la discussion. Ah oui, je vois. Et puis, c'est-à-dire, ah oui, oui, des petits mots qui permettent à la personne de repartir. Quelquefois, on a besoin d'approfondir. Vous avez noté, la personne a dit quelque chose, vous avez noté, vous voulez y revenir. Tout à l'heure, vous m'avez dit que, si j'ai bien compris, pourquoi, lesquels, etc. Est-ce que c'est à peu près clair ? Est-ce que certains sentent que ça pourrait être une technique intéressante ? Oui ? Pour moi, c'est clair, c'est juste parce que pour trouver des gens qui sont prêts à rester avec 30 1 heure, 30 minutes à 1 heure, c'est un peu compliqué. Est-ce qu'il y a des techniques pour les trouver ou non ? Alors, je n'ai pas parlé de comment procéder sur l'échantillon. Enfin, j'ai parlé de la taille. Bien souvent, sur du quali, on fonctionne sur le principe de l'échantillon de convenance. C'est-à-dire que là, vous n'allez pas trouver au hasard quelqu'un comme ça dans la rue. Hein. Donc, en général, on essaie de demander dans son entourage s'ils connaissent des personnes qui ont tel type de profil. Et après, parce qu'en effet, trouver quelqu'un qui est prêt à passer 1 heure, c'est pas si facile.
Maintenant, moi je vous dis, tous les ans, j'ai, maintenant plus qu'une cinquantaine, mais avant, je faisais même ça en L3. Enfin, je veux dire, on trouve. Hein. Et ils trouvent tous. Souvent, c'est un peu dans l'entourage ou des amis ou des personnes que connaissent l'entourage et qui vont demander s'ils sont prêts à vous rendre service. Quand on est les instituts d'études, eux rémunèrent. Hein. Mais, je veux dire, je ne sais plus. Alors, c'est très variable. Vous me posez une colle. C'est très variable selon le profil. C'est-à-dire que si vous interrogez Madame Michu, ce ne sera pas le même prix que si vous interrogez un médecin. Donc ça, là, on est sur des prix plus élevés. Je voudrais pas vous dire de bêtises. Il faudrait que je reprenne. Mais moi, j'ai jamais vu des étudiants rémunérer les gens. Enfin, moi, des qualis, j'ai dû interroger peut-être 80 personnes hein, sur différents qualis. J'ai jamais rémunéré qui que ce soit. Hein. Ça me viendrait pas à l'idée. Vous n'êtes pas un institut d'études. Hein. Comment ? Oui, mais des coups, vous pourrez en avoir d'autres. Hein. Voyez, si vous pouvez ne pas dépenser de l'argent pour ça, ne le faites pas. D'autant plus que je vous dis, ça se trouve. Alors, sauf sur des contextes peut-être très particuliers. Ça, je ne sais pas, ça dépend peut-être de vos projets. Hein. Quelques mots sur le quanti. Alors je sais, je suis désolée, je suis arrivée très en retard. Mais voilà, si ça vous intéresse, je continue. Là, je vais être très, très synthétique. Le quanti, en fait, c'est très, très conséquent en termes d'apprentissage méthodologique. Je vais vous donner juste quelques éléments, quelques clés. Et puis après, c'est à vous d'aller approfondir. Je pourrais donner à Jérémy des références de livres qui sont bien faits, qui sont assez simples d'abord hein, sur comment mettre en place. Je ne sais pas, vous aurez peut-être d'autres séminaires. Mais là, je ne peux pas vous faire un cours. Moi, le quanti, c'est au moins 10 heures de cours. Donc là, en un quart d'heure, une demi-heure, ça va vraiment être un petit balayage, mais pour vous faire sentir un peu les choses. Alors là, je suis sur le questionnaire. Comment on construit le questionnaire ? Ça, c'est important. On repart, hein, je l'ai déjà dit, j'enfonce le clou, mais c'est tellement fondamental que je peux le répéter et re-répéter. On part toujours de la définition du problème, des objectifs d'études et des besoins en information. Pas la peine de construire le questionnaire tant qu'on n'a pas la liste des besoins en information. Ensuite, on va passer à cette phase du questionnaire, de construction du questionnaire. On a deux choses, la rédaction des questions et puis la structure du questionnaire. Rédaction des questions, c'est quelles questions je dois poser et comment je fais pour les poser. Comment est-ce que je formule mes questions. Et puis structure du questionnaire, quelle longueur et quel ordre des questions. Alors je réponds tout de suite sur la longueur. Il n'y a pas une bonne longueur de questionnaire. Il y a une longueur qui correspond aux besoins en information qu'on a, qui dépendent des objectifs et eux-mêmes de la problématique. Alors, on ne peut pas avoir un questionnaire qui dure 2 heures. En revanche, attention, hein, quand je dis il n'y a pas de bonne longueur, hein, mais je veux dire, ça existe des questionnaires d'1 heure. Moi, ça m'est arrivé d'être déjà interrogée sur des questionnaires longs. Dans ce cas, les modes de recueil vont être particuliers. On est obligé d'être sur du face-à-face, à domicile et tout. Donc, il n'y a pas une bonne longueur. En revanche, il y a quand même quelques petites règles à respecter sur l'ordre des questions. Une fois qu'on a construit le questionnaire, on le pré-teste. On ne part jamais en collecte globale sans avoir pré-testé le questionnaire. Je ne vais pas redétailler tout ça parce que c'est un petit peu complexe et long.
Mais on va s'assurer notamment, quand on préteste le questionnaire, on le préteste toujours auprès de la population d'études. Idéalement, on va le prétester dans les conditions de recueil qu'on a choisies. On va s'assurer notamment de la bonne compréhension des questions. Ça, c'est le point fondamental. On va calculer la longueur, le temps d'administration, par exemple. On va essayer de s'assurer qu'il n'y a pas de biais, non mais j'ai pas le temps de développer ça, et on peut, le prétest peut nous aider aussi à codifier. Une fois qu'on a prétesté, le prétest, il faut le faire, alors un institut va faire ça sur 20 personnes ou 30 personnes. Quand on est dans une démarche entre guillemets un petit peu moins structurée et rigoureuse, on peut tester auprès de 7-8 personnes, ça donne déjà une bonne idée. Alors, la formulation, quel contenu ? Le contenu des questions, il dépend complètement des besoins en information liés eux-mêmes aux objectifs. On a plusieurs formats possibles. Le format dit de questions ouvertes, vous savez ce que c'est ? Oui ? C'est quand en fait on pose une question et que la personne est complètement libre de répondre. Ces questions ouvertes, normalement, on les évite dans les quantis. Pourquoi ? Parce qu'après, il faut prendre le texte et il faut tout recoder. C'est extrêmement fastidieux. Donc, dans certains cas, quand dans les questions ouvertes, en fait, en général, on fait une question ouverte quand on ne connaît pas les modalités de réponse à proposer. C'est qu'on a fait un travail un petit peu rapide en amont. D'où l'intérêt du CALI. Quand on fait un CALI, ça aide à construire toutes les propositions de réponse qu'on va donner. Si on n'a pas fait de CALI, et s'il y a des questions pour lesquelles on n'est pas complètement sûr, en réalité, ce qu'on peut faire, c'est construire son questionnaire, prétester sur une dizaine de personnes, avec des questions ouvertes. Et ces questions ouvertes, on va les analyser, on va identifier les propositions, et on va pouvoir remplacer ces questions ouvertes par des questions fermées pour le vrai quanti. Et ça fait gagner beaucoup de temps. Je vous le dis, moi j'ai déjà vu des étudiants continuer de dire « Ah non, mais moi j'avais quand même envie d'avoir une ou deux questions ouvertes, je les ai jamais vues analyser, ces questions ouvertes. » Parce que quand vous devez vous prendre 120 questionnaires où vous allez analyser, coder, etc., ça se fait pas. C'est très lourd. Question semi-ouvert, c'est assez rare. En fait, on a une question qui est ouverte, mais la personne qui récupère les données a elle-même les propositions, mais on ne veut pas les voir. Un exemple typique, notoriété, vous voulez mesurer la notoriété spontanée. Vous ne pouvez pas montrer des exemples de marques. Donc, la question classique, c'est quelles sont les marques d'aspirateurs que vous connaissez, ne serait-ce que de nom. En revanche, l'enquêteur, lui, il a déjà toutes les modalités, toutes les marques, et il n'a plus qu'à cocher. Ce qu'on va privilégier, bien évidemment, ce sont les questions fermées. Donc, soit avec deux modalités de réponse, sexe, homme-femme, des questions des questions à choix multiples, avec soit une réponse unique, soit plusieurs réponses possibles. Vous allez me dire, pourquoi est-ce qu'elle me raconte ça ? En fait, ça c'est très important, parce que ça va conditionner les types d'analyse statistique qu'on va faire. Et puis, on va utiliser des échelles qui existent déjà, qui sont toutes faites, qu'on trouve dans les bons livres d'études, qui sont les échelles d'attitude, d'intention d'achat et tout ça. C'est pas la peine d'aller inventer la roue. Il y a des gens très savants qui ont déjà construit toutes ces questions-là. Et le mieux, c'est de reprendre ces questions qui ont déjà été éprouvées à travers le monde. Formulation, vous connaissez un peu les règles ? Non ? Alors, ce qui va être très important,
Et c'est très important pour la fiabilité de l'étude. Première règle, c'est qu'on doit utiliser le vocabulaire du répondant. Donc, il faut connaître le vocabulaire, la manière dont les gens parlent, s'expriment. Ça ne veut pas dire qu'il faut avoir un questionnaire mal formulé. On s'exprime en bon français. Mais on ne va pas utiliser des termes abstraits, spécialisés et tout, qui quelquefois vous semblent être du jargon normal, mais qui, dans certaines populations, sont peut-être mal interprétées, mal comprises. Si la question est mal comprise, la réponse donnée n'est pas bonne. Si la réponse donnée n'est pas bonne, les résultats ne sont pas fiables. On utilise des termes objectifs pour éviter toute ambiguïté d'interprétation. Tout le monde doit comprendre les choses de la même manière. On doit avoir, alors je passe là à toute vitesse parce que je vois que le temps passe, mais on doit avoir des phrases focalisées sur une seule problématique et pas deux idées dans la même question. Vous aimez les produits biologiques parce qu'ils sont bons pour la santé et bons pour l'environnement. Ça, c'est deux réponses, enfin deux idées dans la même question. Il y a des gens qui peuvent apprécier les produits biologiques pour les effets sur la santé et d'autres pour l'environnement. On doit avoir un style simple, bref, qui facilite la compréhension et puis bien sûr une formulation qui soit neutre et qui n'induise pas d'avance une réponse, qui biaiderait les résultats. Alors juste quelques règles concernant la structure. On présente d'abord le sujet. On va avoir des questions dites qualifiantes. Les questions qualifiantes, ce sont celles qui permettent de s'assurer que la personne qu'on interroge correspond bien à la population d'études. C'est aussi à ce moment-là qu'on va poser les questions sur les critères des quotas quand on est sur la méthode des quotas. Si par exemple vous voulez interroger votre population, elle consiste à interroger uniquement des gens qui consomment des yaourts nature, vous êtes obligé dans les questions qualifiantes de demander si la personne consomme même rarement des yaourts nature. Sinon vous allez faire votre questionnaire que vous pourrez mettre à la poubelle parce que de toute façon, si la personne n'en consomme pas, elle ne fait pas partie de votre population. On passe ensuite aux questions principales. On adopte, vous avez vu la technique dite de l'entonnoir. On pose des questions d'abord générales, peu impliquantes, peu difficiles, qui ne demandent pas beaucoup de réflexion. Et petit à petit, on va vers des questions qui sont plus personnelles, plus impliquantes, qui demandent davantage de réfléchir. C'est la raison pour laquelle, bien souvent, c'est une règle, ça ne veut pas dire qu'il faut toujours appliquer ça, bien souvent on pose d'abord des questions sur les comportements et ensuite des questions attitudinales, sur les opinions, sur les attitudes des personnes, parce que ça c'est plus engageant, c'est plus difficile. Et puis à la fin les questions d'identification, toujours à la fin, sauf si on en a besoin dans les questions qualifiantes. Je vais peut-être accélérer. On utilise des questions filtres, vous connaissez. C'est pour s'assurer que, par exemple, vous faites une enquête sur les voitures. Possédez-vous une voiture? Non. Question suivante, quelle est la marque de votre voiture? Non. On met un filtre et on ne demande la marque qu'aux personnes qui ont affirmé posséder une voiture. Mise en page, on soigne les choses, c'est important pour que les gens aient envie de remplir le questionnaire. Alors en particulier si on est sur de l'auto-administré, c'est très important que les gens aient envie d'aller jusqu'au bout. Le risque, quand on est sur du questionnaire, c'est que la personne s'arrête avant la fin. Et ça, on déteste. Donc voilà, il y a des techniques qui permettent de faire en sorte que la personne reste jusqu'au bout. Bon, je ne vais pas rentrer, on précode, ça c'est pour les statistiques. Alors, quelques mots juste sur les modes de recueil. Il y a 4 principaux modes de recueil. Le face-à-face, le téléphone, Internet, le postal. Le choix de la technique qu'on va sélectionner dépend de différents paramètres.
D'abord des aspects opératoires. Alors j'oublie la notion de contrôle d'enquêteur qui est là pour les instituts, mais certaines méthodes sont plus rapides, sont plus coûteuses ou moins coûteuses que d'autres. Alors qu'est-ce qui pour vous est la méthode la moins rapide? C'est le postal en fait. Le plus long c'est le postal parce que les gens ne répondent pas. Donc il faut faire des relances. Le plus rapide, c'est Internet et le téléphone. Ce qui est le moins coûteux, en fait, les trois techniques maintenant aujourd'hui sont à peu près à l'identique en termes... Non, pas tout à fait. Les deux techniques les moins coûteuses, c'est Internet et le postal. On a ensuite le téléphone et ce qui est le plus cher, c'est le face-à-face parce qu'en fait, il y a... Alors quand je dis coût, c'est coût ou investissement pour vous si c'est vous qui faites. Mais on n'est pas sur de l'auto-administré. Longueur du questionnaire. Si on a un questionnaire très long, on privilégie le face-à-face. Et surtout pas l'auto-administré parce que sinon la personne abandonne avant la fin. Échantillon, taux de réponse, le plus mauvais c'est le postal. Le meilleur c'est le face-à-face. Disparité géographique, on va privilégier téléphone, internet ou postal. Mais surtout pas le face-à-face si vous voulez interroger des gens à différents endroits. Et puis, il y a tout ce qui relève des biais, enquêteurs ou enquêtés, notamment ce qu'on appelle les biais de désirabilité sociale, dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Non ? C'est en fait, ça dépend des domaines auxquels... il y a des domaines qui sont sensibles et certaines questions pour lesquelles les personnes ne donnent pas les vraies réponses. Donc, dans les grandes thématiques classiques, c'est la consommation d'alcool, de drogue, c'est la consommation de produits luxueux, la déclaration des revenus. Les gens ont tendance à surévaluer. Alors, pas l'alcool, ça ils sous-évaluent. Ils ont tendance à surévaluer les revenus qu'ils déclarent ou les produits haut de gamme qu'ils vont utiliser parce que c'est avantageux, ça renvoie à une image socialement positive et avantageuse. Ce type de biais, il est beaucoup plus important quand il y a un enquêteur que quand on est sur de l'auto-administré. Alors, je vais après m'arrêter là. Quelques mots sur les méthodes d'échantillonnage. Là aussi, ça peut être assez complexe, surtout si on est sur des méthodes probabilistes. Les méthodes probabilistes, à mon avis, il y a peu de chances que vous puissiez les utiliser, sauf à disposer d'une base de données exhaustive. Les méthodes dites probabilistes ou aléatoires, elles imposent... Globalement, elles imposent d'avoir ce qu'on appelle une base de sondage, c'est-à-dire la liste exhaustive de toute votre population d'études. Et on fait une sélection aléatoire des individus. Il y a différentes techniques de tirage aléatoire. Ces méthodes, bien souvent en marketing, il est très rare de les utiliser, sauf si on fait des enquêtes, par exemple, de satisfaction client et qu'on dispose de bases de données clients. Mais sinon, en marketing, en général, on n'a pas la liste de tous les ménages français. Donc, on utilise assez peu, sauf éventuellement quand on passe par certains instituts d'études. Ce qu'on privilégie plus, ce sont les méthodes dites empiriques. Donc, la méthode des quotas, un peu schématiquement pour ceux qui ne connaîtraient pas, elle consiste à reproduire une maquette de la population d'études. En vérité, on fait souvent un détournement. On ne fait pas une vraie méthode des quotas. Parce que si, par exemple, vous décidez d'interroger, je reviens sur mes consommateurs de yaourt nature, est-ce que vous savez quelle est la part en France des personnes qui consomment les yaourts nature? Pas forcément. Donc, cette méthode des quotas, bien souvent, on l'utilise en s'appuyant sur les critères sociodémos qu'on peut avoir à l'INSEE. On n'est pas normalement les quotas, les critères qu'on retient pour faire les quotas et respecter la même proportion dans l'échantillon que celle qu'on a dans la population d'ensemble.
Comme en général, on n'a pas les statistiques nationales, sauf celles qui sont données par l'INSEE, bien souvent, on s'appuie sur ces critères sociodémographiques qui ne sont pas forcément les critères les plus pertinents, mais par défaut, c'est ce qu'on utilise. L'échantillonnage boule de neige, ça peut être aussi intéressant. Ça consiste en fait à interroger plusieurs personnes et demander à ces personnes de retransmettre votre questionnaire, ce qu'on appelle la boule de neige, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc on n'est pas du tout dans la représentativité statistique, là, on n'est pas dans les méthodes aléatoires, mais c'est des méthodes qui peuvent être intéressantes malgré tout. Il faut simplement avoir à l'esprit les limites que ça peut avoir en termes d'estimation, notamment de marge d'erreur. L'échantillonnage sur place, c'est aussi une technique facile à mettre en œuvre. Supposons par exemple que vous vouliez interroger, vous voulez lancer un restaurant à un endroit donné, vous allez vous poster pas très loin de cet endroit-là et interroger les personnes qui passent. En général, on utilise cette méthode-là quand la population d'études est définie par un critère géographique. Et puis l'échantillonnage de volontaires, alors ça ne veut pas dire que les autres méthodes, on n'est pas des volontaires, on est toujours des volontaires, mais l'échantillonnage de volontaires, c'est quand on ne sollicite pas quelqu'un, mais par exemple vous postez sur un site internet, sur Facebook ou autre, vous postez, vous faites ça en ligne, un lien vers le questionnaire, et les personnes décident d'elles-mêmes d'aller répondre. C'est pas la même chose que d'aller interroger quelqu'un. C'est pour ça qu'on appelle ça l'échantillonnage de volontaires. Alors, le choix de la méthode, il va dépendre de différents critères. Bien sûr, du mode d'administration du questionnaire, selon qu'on est sur du postal, etc. Il y a des méthodes qui ne sont pas possibles. On ne peut pas faire du boule de neige ou du surplace en postal, etc. Contraintes de coût et de délai. Les méthodes les moins chères, ce sont les empiriques, si je schématise. Les moins chères et les moins coûteuses, c'est les empiriques par rapport aux méthodes aléatoires. On va tenir compte bien évidemment des objectifs. Est-ce qu'on s'intéresse à la population entière ou est-ce qu'on s'intéresse à des sous-groupes? Et ça va jouer aussi sur la taille de l'échantillon. Et puis la nature de la population. Est-ce que j'ai une liste à jour? Si j'ai pas de base de sondage, je ne peux pas faire une méthode aléatoire. Et puis d'autres paramètres que je ne vais pas évoquer parce que c'est ce qui conditionne le choix d'une méthode aléatoire ou d'une autre. Est-ce que vous avez des questions? Alors je vais un peu vite, mais l'heure tourne. Est-ce que vous avez des questions sur le quanti? Je crois que c'était fini, non? Je ne sais plus. Dis-moi. Oui. Est-ce que vous avez des questions, échantillonnage, quanti? Là, vous en avez plein la tête. Il est tard. Non? Ouais? Ah, attendez, est-ce que vous pouvez parler plus fort? Je ne vous entends pas bien. J'ai un groupe. Le questionnaire ou le CALI? C'est pas exactement pareil, en fait. On n'est pas tout à fait sur les mêmes logiques. On peut avoir, pour un même objectif, on peut faire soit du groupe, soit du CALI. Ça, c'est vrai. Mais les techniques d'animation et tout ça ne sont pas les mêmes. Donc, on s'appuie notamment, on s'appuie aussi, alors, il y a différentes techniques de groupe, mais sur le focus group, on s'appuie aussi sur le principe de directivité, de non-directivité, pardon, mais aussi sur ce qu'on appelle la dynamique des groupes restreints. Donc, il faut savoir gérer le groupe, notamment, je vous le fais vraiment en compact et en très simplifié. Mais l'idée, c'est qu'on doit faciliter la production, donc il faut empêcher les leaders de trop prendre la parole, faire parler les timides. Pour faciliter la production, on doit s'appuyer sur des objectifs qui sont annoncés. Il y a toute une technique. Si ça vous intéresse, je vais donner à Jérémy des références. Ou même si besoin, je vous enverrai des slides sur le sujet, ça je peux le faire.
assez facilement. Ce qu'il y a, c'est que bon, des slides, on commande pas, c'est pas toujours. Mais sinon, il y a des livres qui expliquent ça assez bien. Moi, personnellement, j'ai jamais fait de groupe. Enfin, j'ai jamais animé de groupe. J'en ai vu animer quand j'étais en entreprise. Parce qu'en fait, vous êtes dans une salle, hein, les personnes invitées, entre guillemets, hein, sont dans une salle, et puis on a une glace sans teint, ce qui permet aux clients de pouvoir voir comment se passe la réunion, qui de toute façon est aussi filmée, etc. Mais globalement, on s'appuie aussi sur un guide, donc ça c'est assez proche, c'est plus sur les techniques d'animation que c'est un peu plus compliqué. Me semble-t-il. Hein. Mais ça peut s'apprendre. On n'a pas besoin, par exemple, je n'ai pas parlé, mais l'entretien non directif, individuel non directif, ça, il faut être... c'est plutôt des psychologues qui font ça. Parce que pour le coup, on ne parle pas du tout. On a juste une... Parlez-moi de votre consommation de je ne sais quoi, et après, la personne ne parle plus. On est vraiment comme chez le psy. Donc ça, je veux dire, faut être... voilà, faut avoir appris à faire ça. C'est des psychologues qui font ça, de même que pour les tests projectifs, c'est aussi souvent des gens qui ont quand même un bon bagage, notamment après pour l'analyse. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Non ?